Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier sur la décarbonation des industries. De quoi parle-t-on? Je suis Jean Gravelier, je suis le directeur de Pôle Énergie, qui est un cluster dans les Hauts-de-France basé à Dunkerque, qui anime et aide la transition énergétique dans les Hauts-de-France avec plus de 200 adhérents et toute une équipe de consultants, d'ingénieurs pour aider les entreprises et les collectivités à se décarboner, à faire leur transition énergétique. Alors, quand on parle de décarbonation pour l'industrie, on a un double défi à relever. C'est la réduction d'abord rapide des émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l'effort collectif lié à l'urgence climatique, bien sûr, mais c'est aussi maintenir la compétitivité, la pérennité des activités des industriels dans un contexte énergétique qui est assez incertain et en forte évolution, c'est peu de le dire. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de décarbonation des industries? Il ne s'agit pas forcément de choses extraordinaires, ça peut le devenir, mais il y a une méthodologie et souvent on propose cette méthodologie de la manière suivante. C'est 4 échelons. C'est d'abord la sobriété énergétique, c'est-à-dire faire évoluer ses usages, optimiser les besoins. C'est ensuite l'efficacité énergétique, améliorer les performances de ces machines, de ces équipements, de ces procédés. C'est aussi le recours aux énergies renouvelables et au gaz vert, donc c'est verdir le mix énergétique. Et puis c'est l'électrification des usages. Et donc tout ça, c'est vrai que ça demande de la compétence, ça demande de l'expertise. Et donc j'ai réuni pour cet atelier 3 experts. Il y a Julien Ampis, qui est ingénieur technico-commercial chez Ferrest Énergie, qui est une société d'ingénierie, bureau d'études qui est basé à Lille. Il y a Cédric Kaufmann, qui est ingénieur énergétique chez EDF. Et puis Christelle Guelnic-Collet, si je prononce bien, qui est responsable commercial industrie chez GRDF. Voilà, donc nous avons un bureau d'études, un électricien, un gazier, pour répondre à toutes vos questions sur la décarbonation. Alors, je commence par Julien. La démarche de décarbonation, on va essayer C'est quoi les premiers pas pour se lancer dans la décarbonation, Julien? Bonjour à tous. Donc effectivement, le but de ma présence, c'est de représenter des bureaux d'études spécialisés en efficacité énergétique. Le but, c'est de voir quelles sont les premières étapes, comment se lancer dans la décarbonation. Pour vous donner une idée, en fait, lorsqu'on est donc du coup dans l'industrie et qu'on a quelques projets qui peuvent être en cours sur le site, mais qu'on n'a pas une bonne visibilité sur la décarbonation dans le temps, vous pouvez faire appel à des bureaux d'études spécialisés, qui sont aussi qui ont les certifications, les qualifications qui sont demandées par l'ADEME pour avoir une logique de décarbonation sur le site. Donc nous, je prêche aussi pour ma paroisse. Donc moi, je suis ingénieur commercial, pour donner un petit peu plus de précision, chez Ferrest Énergie sur l'industrie, les réseaux de chaleur et les ENR. Donc je suis régulièrement en contact avec des industriels et donc avec certains niveaux d'avancement. Certains ne sont pas du tout avancés, certains ont quelques projets en cours et le but c'est de dégrossir cet ensemble-là et de définir des solutions dans le temps. Pour ça, il y a vraiment plusieurs étapes. Il y a vraiment la partie plutôt audit, étude, qui est vraiment l'avant-projet, et ensuite il y a la mise en œuvre. Je vais pas trop me baser sur cette présentation, sur ce slide, mais l'idée c'est qu'effectivement il y a plusieurs leviers. Donc l'audit va permettre de faire un état des lieux du site, de savoir quelles sont les consommations énergétiques, quelles sont les premières pistes de décarbonation. Et après on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, plutôt avec des études d'opportunité. Donc là le but ça va être de regarder les différentes possibilités de décarbonation, des différentes solutions d'ENR. On y viendra sûrement après, plutôt pour rentrer un peu plus dans le détail sur quel type d'ENR, donc les énergies renouvelables, sont applicables chez les industriels. Les études de faisabilité, c'est une fois qu'on a un petit peu plus défini notre besoin, on a déjà identifié quelques pistes, et là on va vraiment rentrer dans le détail de comment opérer, comment mettre en place des solutions. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée, je parle aussi du pacte industrie. Le pacte industrie, c'est un nouveau système qui a été mis en place par l'ADEME il y a de ça à peu près un an, je pense, à peu près cet ordre-là, qui permet de faire des études de mix énergétique notamment, donc du coup d'analyser vos besoins et de trouver des solutions en face. Si je rentre un petit peu plus dans le détail sur
les premières étapes de la décarbonation, là j'ai un peu pris une présentation qui vous montre la démarche vraiment de la décarbone. Donc l'idée, c'est plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va donc du coup chez les industriels, on discute avec eux, on essaie de comprendre leur process, quelles sont les utilités, qu'est-ce qu'il y a sur le site, vraiment comprendre l'usage sur le site. Et ensuite, donc, on va définir vraiment tous les besoins, donc la cartographie donc, des gisements de chaleur fatale, une cartographie des différents besoins en chaleur, en chaud, en froid, s'il y a des tares sur le site, s'il y a des usages gros froid, s'il y a donc du coup des cogénérations, voilà. Et en face de ça, on va regarder les gisements. Donc, un gisement, qu'est-ce que c'est? Ça va être, par exemple, de la chaleur fatale, s'il y a un four, s'il y a des effluents à une certaine température, et de regarder qu'est-ce qu'il y a sur le site, comment on pourrait les utiliser. Ça peut très bien être aussi un raccordement au réseau de chaleur, ça peut être de la géothermie très basse énergie. Je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure sur le NR choix. Et donc en fonction de ça, on a donc les besoins, on a des gisements de NR, et on va regarder différents scénarios. Donc récupérer, je caricature un petit peu, mais récupérer de la chaleur par-ci, l'utiliser en direct avec un échangeur, ou potentiellement monter en température avec des packs. Ces différentes possibilités, et avec l'industriel, on va avoir peut-être 5-6 scénarios, et on va resserrer. On est vraiment au début de l'entonnoir, et le but, c'est de définir 2-3 solutions qui vont être les plus probantes. Et après, donc une fois qu'on a défini les scénarios, qu'on a choisi ceux qui sont les plus intéressants à approfondir, on fait une étude technique et ensuite économique. Donc on regarde techniquement ce qu'il y a en place, les CAPEX, les subventions applicables par l'ADEME et d'autres mécanismes, les OPEX, et ensuite en fonction de ça, on va retrouver donc un temps de retour sur investissement qui va donner à l'industriel vraiment une visibilité sur ce qui est faisable avec les CAPEX, les temps de retour sur investissement qui permettent de prendre une décision. Donc ça, c'est vraiment les premières étapes de la décarbonation, c'est comment initier la machine et avoir de la visibilité sur l'ensemble du site. Alors, je ne sais pas ce que tu as comme slide derrière, mais j'avais surtout envie que tu nous parles d'exemples. Oui. Alors, tu voulais ENR choix, tu voulais dire un mot sur ENR choix, peut-être rapidement. Ouais, je peux parler de l'ENR choix. Donc on l'a vu dans l'étude de faisabilité finalement, c'est que on a donc du coup l'étude des besoins et des gisements. Tout l'intérêt de passer par un bureau d'études qualifié, qui a les qualifications demandées par l'ADEME, c'est vraiment d'avoir une logique sur quel type de NR mettre en place. Donc c'est typiquement quand on avait des besoins à vapeur, on allait forcément mettre une biomasse, moins en moins le choix à prendre en compte. Le but, c'est de regarder quelles énergies on va pouvoir mettre en place. Donc là, j'ai quelques exemples. Effectivement, il y a la biomasse, il va y avoir de la thalassothermie, donc c'est plutôt sur les côtes où on va récupérer, on va se baser sur l'eau de la mer. La géothermie très basse énergie, donc plutôt sur sonde, sur nappe, c'est de l'eau à 13 degrés qu'on vient récupérer et on va monter en température pour des usages par exemple climatiques ou des usages autres, process. Méthanisation, chaleur fatale. L'idée, c'est qu'il y a vraiment un ordre à suivre. Donc, dans un premier temps, tu en as parlé tout à l'heure, Jean. C'est qu'effectivement, il y a la sobriété énergétique, il y a l'efficacité énergétique. Et après, quel ENR on va mettre en place? C'est-à-dire, déjà, dans un premier temps, on va chercher à mutualiser. Donc, on va regarder s'il y a possibilité d'avoir un réseau de chaleur existant, de se raccorder dessus, ou d'en créer un, de mutualiser les besoins locaux. Ensuite, on va voir tout ce qui va être chaleur fatale. Donc, c'est vraiment l'idée des énergies les moins délocalisables, les énergies les plus proches, les énergies les plus locales. Donc, typiquement, la chaleur fatale d'un refroidissement de process qu'on va réutiliser pour un autre côté de l'usine. Et ensuite, on va voir les énergies non délocalisables, géothermie, solaire thermique. Et enfin, les autres énergies, alors géothermie, solaire thermique, thalassothermie, les énergies non délocalisables. Et enfin, plutôt les énergies type biomasse, où là, pour le coup, c'est des gisements qui sont parfois à 50 km, donc un petit peu plus distants. Donc il y a vraiment cette démarche en tant que à avoir dans un premier temps, déjà avoir une vue d'ensemble, et ensuite d'aller dans le bon sens et de prioriser quelle énergie mettre en place suivant vos besoins. D'accord, très bien. Alors moi je retiens le pragmatisme quand même, ça doit être pragmatique comme démarche. Est-ce que tu aurais des exemples concrets à nous parler? Je ne sais pas si dans une slide après il y en a. Alors je sais plus trop... Bah oui, exactement. Ah bah tu vois, c'est très bien les coordonnées. Alors pour un souci de confidentialité, j'ai pas mis les noms et autres, j'ai pris 3 exemples qui sont assez parlants.
On a parlé de biomasse, on a parlé de géothermie, on a parlé de chaleur fatale. Le but, c'est de voir différents projets, des tailles de projets différents et engageant des énergies différentes. Le premier qu'on peut avoir, c'est une industrie chimique, de chimie fine d'ailleurs, qui est dans les Hauts-de-France, qu'on a accompagné depuis les études de faisabilité jusqu'à la mise en place de la solution, donc plutôt en accompagnant en tant que maître d'œuvre, où là, pour le coup, on a mis en place une pompe à chaleur géothermique. Alors en fait, si vous voulez, on est sur un procédé sur sonde, donc on a un champ de sonde sur lequel on vient récupérer des calories, donc on fait du chaud avec et on fait aussi du froid pour équilibrer ces sondes. Je rentre pas trop dans le détail, mais l'idée c'est que cet industriel-là, donc qui produit des produits chimiques, avait besoin de chaud et de froid, et au travers de la mise en place d'un champ de sonde, d'une pompe à chaleur, donc du coup on va avoir la possibilité de produire du chaud pour les process, mais aussi du froid. Et pas seulement les process, c'est-à-dire qu'il y a aussi des besoins qui vont être liés à du climatique, donc de chauffer et refroidir les locaux, qu'on va pouvoir faire aussi avec ce système-là. Pour vous donner un petit peu l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce site, donc c'est une mise en place qu'on a fait en 2018, je crois, à peu près. Et aujourd'hui, on va avoir une extension de ce système-là pour alimenter une autre partie de l'usine, donc de l'étendre. Tellement ça marche bien, il y a des très bons résultats, notamment économiques, et de confort et de qualité pour les produits. Un deuxième exemple, donc là on était sur de la géothermie, ici on est plutôt sur de la récupération de chaleur fatale. Alors j'ai pris un sujet finalement on a des sujets qui sont parfois très complexes, on va récupérer sur des fumées, ou alors on va récupérer sur des effluents à 50 degrés, on va remonter en température de 50 à 90 degrés, donc on va avoir des usages quand même complexes sur l'usine. Là, j'ai pris un exemple un petit peu plus simple qui va être la récupération de chaleur fatale sur 2 compresseurs. Parfois, ça peut être des sujets aussi simples comme ceux-là et faciles à mettre en place. C'est-à-dire qu'on a récupéré donc du coup la chaleur sur les compresseurs. Donc les compresseurs ont toujours une perte thermique. On récupère cette chaleur-là pour chauffer de l'eau pour un usage directement sur le site. Et donc ça permet notamment, donc là c'est les NEP, donc les nettoyages en place, c'est donc du coup les cuves de nettoyage qui sont chauffées, alors je ne sais plus à quelle température, si on est à 70 ou à 60 degrés, mais qui permettent donc du coup d'économiser du gaz et de récupérer directement de la chaleur pour pouvoir chauffer ces ensembles d'eau. Un dernier sujet qui est un projet un peu plus gros, je dirais, du moins en CAPEX. On a accompagné un industriel sur la mise en place d'une biomasse. Donc là, typiquement, on est sur un projet pas plus complexe parce que finalement, c'est une boîte. Donc, si on simplifie, un bâtiment avec un process à l'intérieur qui permet de produire de la chaleur. Mais finalement, sur un projet assez ambition, quand même, c'est 6 millions d'euros qui sont sur ce site-là. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, hier, il y avait une production de vapeur qui était principalement faite au travers de gaz. Donc une consommation, une production de CO2 qui était assez importante. Et donc on a mis en place une biomasse en tant que maître d'œuvre pour que la plupart des usages vapeur, parce qu'on a toujours un appoint gaz, la plupart des usages vapeur soient gérés, soient faits par la biomasse. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de vous montrer, tu avais raison, Jean, finalement c'est les projets, peut-être c'est à travers des projets qui ont été réalisés. Alors je ne vais pas non plus donner un détail, mais si vous avez des cas concrets, on pourra en discuter après. Mais du moins l'idée c'est de vous montrer différents types de projets. Alors comme dit, c'est qu'effectivement, je vous ai montré les ENR, il y a aussi d'autres sujets sur lesquels on peut avoir vraiment des côtés très pratiques chez les industriels. Notamment, on en parlera, du gaz vert qui permet quand même de décarboner, mais bon, je laisserai en parler les bonnes personnes. Et l'électrification, alors moi j'ai parlé effectivement des pompes à chaleur qui peuvent être utilisées au travers des récupérations et valorisations de chaleur fatale. Géothermie, c'est aussi de l'électricité, mais on peut avoir d'autres sujets d'électrification qui sont vus, des chaudières électriques qui peuvent être mis en place. Donc c'est toutes des solutions qu'on va regarder. En tout cas, le bureau d'études est une des premières pierres intéressantes avant de démarrer un projet. Moi, ce que je note aussi, c'est que géothermie, il y a pas mal de ressources dans les Hauts-de-France. Donc, il faut regarder les cartes. Les cartes existent, en tout cas pour la géothermie, comment on appelle ça, de faible surface, de très basse énergie, à moins de 200 mètres. Ouais, voilà. Ensuite, récupération de chaleur fatale. On dit souvent que les Hauts-de-France, c'est le Qatar de la chaleur fatale. Donc, il y en a beaucoup.
on est riche de ce qu'on peut. Et puis la biomasse, je dirais pas qu'on en a beaucoup, mais on arrive toujours à en trouver quand même pour réaliser des projets. Donc merci. Première brique, Ferrest, bureau d'études. J'insiste aussi sur ce qui a été dit au début, la nécessité de bien définir les besoins. Tant qu'on ne part pas des besoins, finalement on plaque des solutions qui ne correspondent pas forcément aux besoins de l'industriel. Donc ça, c'est aussi le rôle du bureau d'études de faire ça clairement. Oui, comme tu dis, Jean, il y a plusieurs points. Il y a vraiment ce côté de définir bien les besoins et aussi d'avoir une vue d'ensemble, parce qu'on a certains projets qui sont développés et le but c'est de reprendre de la hauteur et de les mettre en cohérence. Eh ben merci Julien, merci à Ferrest Énergie. Et on va se tourner maintenant vers l'électricité. Qui dit décarbonation dit souvent électrification, mais on verra tout à l'heure que ce n'est pas que l'électrification, mais quand même, c'est vrai. Alors, on va tourner la slide. Je ne sais plus comment... Voilà, mais je te laisse commencer peut-être, et puis il y a peut-être des questions qui vont arriver. Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Cédric Kaufmann, je suis expert en énergétique industrielle chez EDF. Je travaille principalement pour des grands comptes d'EDF, mais on a des équipes d'experts aussi en région. Notre job, c'est d'accompagner nos clients historiquement sur l'efficacité énergétique. Et aujourd'hui, quand on parle d'efficacité énergétique, on parle aussi de décarbonation. Et quand on parle de décarbonation, un des leviers, c'est l'efficacité énergétique. Je vais commencer la présentation par rebondir sur un truc. Je ne sais pas si on en a parlé, mais c'est le besoin. On vient d'en parler, oui, mais vas-y. Je veux répéter, en fait. Je veux vraiment insister sur le fait que chaque démarche de décarbo, d'abord, c'est de réduire au maximum la consommation, repartir du besoin, faire de l'efficacité énergétique, chercher les sources de chaleur fatale et valoriser l'énergie qu'on consomme sur site du mieux qu'on peut. Une fois qu'on a fait ça, c'est aller chercher des solutions techniques les plus efficaces et les moins émettrices de carbone. Une énergie qui est décarbonée en France, c'est l'électricité du fait de l'importance du parc nucléaire français. Donc en gros, on a 70% de l'énergie électrique en France qui est faite avec du nucléaire. On a des énergies renouvelables, dont l'éolien, l'hydraulique, et de l'électricité qui est faite à partir de déchets dans des centres de valorisation énergétique qui ont fortement augmenté ces dernières années. Et aujourd'hui, 95% de l'électricité en France est décarbonée ou très faiblement carbonée. Alors on peut se dire que il n'y a qu'à Faucon, on n'a plus qu'à tout électrifier et on a résolu le problème. Non. L'idée, c'est vraiment de partir du besoin et d'aller chercher la solution la plus efficace pour vos projets. On a aussi de la chance, c'est qu'on a un prix d'électricité qui est redevenu quasiment au niveau qu'on avait avant Covid. Donc on a un prix marché de l'électricité qui a fortement réduit et qui un marché en fait qui n'arrête pas d'évoluer. Et on est en train aujourd'hui de construire des offres qui vont... j'ai pas mis la slide, mais je vais vous en parler. On est en train de construire des offres qui vont s'adapter au profil de consommation d'un industriel demain. En fait, on s'aperçoit qu'avec les pics de production d'éolien, de photovoltaïque qu'on a, enfin avec l'augmentation de cette production, on a des pics qui se forment et on a des prix marchés à certaines heures de la journée, à certaines périodes d'année, qui sont négatifs. Donc on a des prix de marché où le producteur va vous payer pour enlever son électricité. Puis on a au contraire des moments de l'année, à certaines heures, où on a des prix qui explosent, parce qu'on va se baser sur le dernier coût pour produire le dernier électron dont on a besoin un client. Et donc demain, vous aurez des offres qui vont vous permettre de bénéficier de tarifs qui seront plus ou moins avantageux en fonction de votre profil de consommation. C'est des tarifs lissés finalement. Voilà. En fait, on revient aux tarifs de pointe, aux tarifs d'heures pleines d'été, d'heures creuses d'hiver. On revient à de l'euro-saisonnalité. Mais
au-delà de la saison et de l'horaire, on va vraiment aller chercher votre courbe de consommation et on va vous faire du tarif sur mesure. Et vous aurez des avantages à consommer à certaines heures de la journée et aussi, au contraire, intérêt à vous effacer à certaines heures de la journée ou à certaines périodes de l'année. Ça va changer beaucoup vos façons d'acheter de l'énergie. Ça concerne aujourd'hui principalement les très très gros industriels, ce qu'on appelle les électro-intensifs. Demain, vous serez concernés sans doute. Ce qui est important, c'est qu'on a des prix. Je vous ai mis un peu les prix marché là. Pour si vous achetez votre électricité en 2026, en fait, on a un prix en France à 65 € du mégawattheure, quand la moyenne européenne, elle est aux alentours de 95-100. Donc on n'arrête pas de dire l'électricité elle est chère en France. On est redevenu une énergie qui est compétitive au niveau européen. Ça, c'est important. On a des... Vas-y, des solutions. Oui, voilà, on a des solutions. Aujourd'hui, on n'a pas de catalogue de solutions. On va faire du sur-mesure. Donc on va venir sur les sites, vérifier comment vous consommez votre énergie, quels sont vos besoins. Et pour chaque typologie de client, chaque secteur d'activité, on va avoir des solutions. Et on a déjà des solutions pour économiser et valoriser l'énergie, comme le disait le bureau d'études. On va déjà aller chercher l'énergie qui est gratuite, qui est perdue. On va travailler sur de l'efficacité énergétique, donc du réglage de consignes, du pilotage numérique, de la gestion de production. On valorise aussi fortement le système de management d'énergie ISO 50001. On accompagne nos clients sur la mise en place de systèmes de management d'énergie pour suivre des indicateurs, mettre en place des actions. Et ensuite, pour décarboner, il y a des solutions d'électrification qui sont aussi un peu sur mesure. Alors, on a la chance, c'est que dans les années 80, on a développé en France les usages de l'électricité partout, chez le particulier, mais aussi en industrie. Et on a développé des compétences en R&D qu'on a su conserver. Et donc, on va utiliser cette R&D qui travaille sur les fours. Par exemple, moi, je vais à la R&D dans 10 jours pour parler de fours de sidérurgie électrique. Donc, on travaille sur les technologies. On se demande pour qui? Oui, dans la région, c'est pas très très dur. Mais voilà, on travaille sur la résistance électrique, les fours à arc, les fours à induction, qui étaient un peu perdus de vue en choix technologique et qui reviennent fortement. On a une demande des industriels de travailler sur ces techniques. On travaille sur les procédés de séchage, donc on travaille sur la compression mécanique de vapeur. Donc la compression mécanique de vapeur, c'est un moyen de baisser un peu la pression de votre produit pour diminuer sa température d'évapo et gagner en efficacité énergétique. On travaille sur la micro-ondes, la haute fréquence. On travaille aussi sur les pompes à chaleur haute température. Aujourd'hui, on sait sortir des pompes à chaleur qui sortent du 120-130 degrés avec des COP qui sont plutôt cohérents, des COP supérieurs à 3. Et voilà. Donc, on a tout ce qui est consommé dans l'usine qui est important dans vos démarches de décarbonation. On pense aussi au transport. Faut savoir que le poids carbone du transport en France est à peu près 30%. Donc on travaille sur des solutions d'électrification de flotte de véhicules. On accompagne nos clients sur la mise en place de bornes, mais aussi sur les choix technologiques, notamment sur la mobilité lourde. On vous aide à dimensionner vos infrastructures, excusez-moi, et à optimiser vos charges. On travaille aussi sur le fait de pouvoir utiliser la batterie comme stockage énergétique pour équilibrer le réseau. On travaille notamment avec Enedis là-dessus. Je vais vous montrer, j'ai juste illustré un petit peu
ces technos et notre méthode de travail avec 2 ou 3 exemples. Une des premières entreprises qu'on a accompagnées dans la région, c'est Toyota. Toyota, on les a rencontrés il y a une quinzaine d'années, je pense que ça doit être à peu près ça. Et ils nous ont dit, bah, voilà, on est aujourd'hui une entreprise qui fabriquons des véhicules compacts. On est dans le top 2 de la gamme au monde. Toyota Ona, parce que usine toute neuve. Et en fait, ils avaient une performance énergétique qui était relativement bonne. Et ils nous ont dit, on a un défi qui nous est imposé par le groupe, c'est d'être à 0 carbone d'ici 2050. Comment vous pouvez nous accompagner? Et en fait, on a procédé, comme Forest Energy, un peu comme tous les énergéticiens. On est parti sur une cartographie des consommations. On a regardé où ils consommaient, pourquoi ils consommaient. Et on est parti sur un mode schéma directeur. C'est-à-dire qu'on a projeté en fait, des solutions d'efficacité énergétique sur le temps, sur une durée de 15 ans. Et on les a accompagnés pour mettre en place d'abord des choses simples. On a travaillé sur l'éclairage. On a remplacé 8000 points lumineux chez le client pour gagner 5 gigawattheures d'élec sur le site. On les a accompagnés sur le chauffage pour optimiser leurs besoins de chauffage. Ils chauffent avec des make-up, ils ont des taux de renouvellement d'air qui sont énormes et il y avait plein de choses à faire là-dessus. On a travaillé aussi sur le scope 3 avec les sous-traitants, parce qu'il y a le carbone que vous émettez quand vous consommez, mais il y a aussi le carbone de vos fournisseurs, de vos sous-traitants. Et on a aussi travaillé sur la décarbonation de leur chauffage via des pompes à chaleur. Le gros atout qu'on a, c'est qu'on va pouvoir financer en fait, les installations pour le client. Et on va se rémunérer sur des économies d'énergie et le client il n'a pas de CAPEX à sortir. Il n'est que bénéficiaire. Est-ce que tu as des exemples avec des PME? Parce que je me dis que ça correspond. Je ne sais pas si après tu en as d'autres. Parce qu'il va falloir qu'on passe. Sur la PME, j'en ai pas. J'ai vraiment illustré industrie, mais on accompagne nos PME sur de la partie diagnostic. On a une offre qui s'appelle Décarbone où on va vous aider à faire vos bilans carbone et à trouver des pistes. Donc on va pas faire d'études détaillées, mais on va vous accompagner sur les pistes et on va vous aider aussi à trouver des aides. Il y a des aides, il y a les C2E, il y a des aides du fonds chaleur, etc. On va vous accompagner là-dessus. D'accord. Est-ce qu'on... Non, mais voilà, je préfère garder un peu de temps pour répondre aux questions. J'aimerais que GRDF puisse s'exprimer et puis après on aura certainement des questions. Voilà, mais merci beaucoup Cédric. Christelle Guelnic-Collet, GRDF. Alors l'approche est-elle la même, pas la même? Je vous laisse, ou complémentaire, je vous laisse dire. Oui, bonjour à tous. Donc je vais essayer de ne pas faire trop de redites par rapport à ce qui a été dit auparavant. On est bien d'accord tous. La première chose à faire, c'est de réduire ses consommations et de mettre en place des solutions plus économes en énergie. C'est la première chose à faire. Alors concernant le GRDF, gestionnaire du réseau de distribution de gaz en France, eh bien nous avons une mission de service public. Et cette mission, c'est notamment concernant les industriels d'accompagner nos clients vers la transition et vers des solutions plus respectueuses de l'environnement. Comment accompagner nos clients? Déjà en verdissant le gaz qui chemine dans le réseau, dans les infrastructures. Donc sur ce schéma, vous voyez l'année 2022, les proportions ont un peu changé, mais vous avez un ordre d'idée. En France, une consommation de 381 TWh, 12 TWh de gaz vert. Et puis ensuite, vous voyez les différents scénarios projetés, avec une part grandissante, importante de gaz vert dans le réseau. L'objectif du GRDF étant de passer en 2030 à 20% de gaz vert et d'être en 2050 à 100% de gaz vert. Dans les différentes
principales solutions scénarios qui sont projetées aujourd'hui, notamment par l'ADEME. Vous voyez qu'il y a une part prépondérante du gaz vert issu de la méthanisation. D'autres solutions également sont en train de voir le jour, d'être étudiées. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure avec des technologies. Oui, merci Cédric. Voilà, donc comme je vous l'indiquais, un verdissement du gaz qui chemine dans le réseau. En avril 2024, 678 sites injectaient du biométhane dans le réseau. On est un an après à 763, avec une capacité installée qui est de 14,4 TWh, équivalent à 2 réacteurs nucléaires en France. Alors par rapport aux questions qu'on se posait concernant le gaz vert et les garanties d'origine. Expliquez-nous ce que c'est. Alors les garanties d'origine, oui, les garanties d'origine, c'est un document électronique. Parce qu'il y a une nécessité de traçabilité. Ça permet de tracer effectivement l'origine des garanties que vous allez acheter. Une garantie d'origine est forcément associée bien sûr à un mégawattheure de gaz gris qui va être acheté dans votre contrat. Hop, je vais passer... C'est là ? Voilà. Alors, l'intérêt des garanties d'origine pour un industriel, elle va être diverse. Elle va être déjà d'avoir une certaine flexibilité. Parce que la garantie d'origine, vous pouvez en acheter différents types en fonction des besoins et des certifications à laquelle vous allez être soumis ou pas. Il y a différentes façons aussi de pouvoir acheter des garanties d'origine. Vous pouvez les acheter directement auprès de votre fournisseur. Vous pouvez les associer donc à un contrat gaz gris classique. C'est la façon la plus simple d'acheter des garanties d'origine. Les garanties d'origine, vous pouvez aussi choisir de mixer le gaz vert et le gaz gris parce que les garanties d'origine ont un coût supplémentaire, bien entendu. Vous pouvez choisir d'intégrer 10% de garantie d'origine à votre contrat une année, 50% l'année suivante, 100% l'année suivante. Alors c'est un coût supplémentaire, mais quel intérêt ça peut avoir? Moi je l'entends de plus en plus de la part de mes clients industriels. Ça peut aussi permettre d'être une valeur ajoutée, c'est-à-dire que certains industriels peuvent remporter des appels d'offres, avoir des points supplémentaires parce qu'ils verdissent une partie de leur consommation. Et auquel cas ce coût complémentaire peut aussi se transformer en valeur ajoutée parce qu'elle va économiquement devenir un atout. Comme je vous l'indiquais aussi, une garantie d'origine, vous pouvez aussi faire varier la part que vous allez mettre dans votre contrat en fonction de vos besoins et de vos obligations. C'est-à-dire que si en 2026, vous avez un contrat complémentaire avec un fournisseur, un client qui exige que vous ayez une partie de vos consommations décarbonées, ça représente 50% de vos consommations gaz. Vous allez pouvoir acheter cette part uniquement pour aller progressivement vers la décarbonation. Alors il y a d'autres façons d'acheter des garanties d'origine. Vous pouvez le faire directement sur le marché. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait, ça se voit de plus en plus. Vous pouvez aussi travailler via un BPA qui est là un contrat d'achat long terme, entre 5 et 15 ans, avec directement un fournisseur. Ça veut dire Biogas Purchase Agreement. Voilà, c'est un contrat d'achat long terme, mais effectivement en rapport avec pour faire le parallèle avec les BPA en électricité. Hein. Voilà. Donc là, on est sur des contrats long terme, entre 5 et 15 ans en moyenne. Il y a plusieurs types de BPA également, hein, direct avec un producteur de biométhane, par exemple. Indirect parce que vous allez avoir un interlocuteur, un fournisseur qui intervient également, on va être sur du tripartite, ou financier. Dans ce cas-là, effectivement, on est sur du contractuel.
Et est-ce qu'il y a des seuils en fait pour ce genre de contrat? C'est-à-dire, bon, dans la salle, j'imagine qu'il n'y a pas ArcelorMittal ni Danone, il y a peut-être des PME. À partir de quel seuil on peut s'intéresser à ces garanties d'origine ou à ces BPA? Alors, concernant les garanties d'origine, il n'y a pas de seuil. Maintenant, il est vrai qu'il est arrivé certains moments, notamment fin 2024, où la disponibilité était très faible pour 2025. Concernant les garanties d'origine. Donc c'est très fluctuant en fonction du marché. Fin 2024, c'était un peu plus compliqué d'en trouver. Après, il n'y a pas de limite. Ça peut être adossé à un contrat déjà en place, déjà existant, ou ça peut être intégré directement au moment où vous souscrivez votre nouveau contrat. Alors, donc, ça permet quand même de continuer à utiliser du gaz, sachant que ce gaz, petit à petit, d'ici 2050, va être de plus en plus décarboné jusqu'à complètement décarboné. Totalement décarboné, oui, en 2050, effectivement. Okay. Très bien. Alors, justement, quelles sont ces nouvelles technologies qui permettent de continuer à utiliser du gaz et peut-être de manière plus efficace? Oui, alors... Ou les technologies pour produire du biogaz, en fait. Voilà. Merci pour la question. Et alors effectivement, il y a des technologies qui sont actuellement en R&D et d'autres qui sont un peu plus avancées, notamment la pyrogazéification. Alors dans la mission de service public du GRDF, la R&D est également un enjeu. Hein. Donc on accompagne bien entendu différents partenaires dans cette R&D. Alors la pyrogazéification, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer très simplement parce que je ne suis pas ingénieure énergéticienne, mais je vais vous en dire quelques mots tout de même. Donc la pyrogazéification, c'est l'utilisation de biomasse sèche en favorisant des déchets qui sont difficilement retraités. Donc ça permet aussi localement d'avoir une action sur des déchets qui sont difficilement valorisables, qui vont être montés à très haute température, 800-1400 degrés. Donc on va passer par plusieurs phases solides, liquides et phases gazeuses. Il y a une petite erreur là sur mon slide. Et donc on va produire par pyrolyse, comme à la maison, dans votre four pour le nettoyer. Et après on a des poussières là, de carbone. Et de la même façon, on va produire du biométhane de deuxième génération. Voilà. Alors sur ce procédé-là, on a tout récemment un industriel, un verrier en Charente, qui a signé un contrat, un contrat à long terme, un contrat de 20 ans pour être fourni en gaz deuxième génération issu de pyrogazéification. À mon avis, c'est un lien avec le cognac. C'est possible, c'est effectivement de la verrerie alimentaire. Voilà. Il ne faut pas se nourrir que de cognac, on est bien d'accord, mais voilà. Un autre procédé industriel qui est en phase de fin de test, le projet Choc pour chaudière à oxycombustion. Donc c'est une chaudière gaz industriel bas carbone qui est portée par un consortium de 16 entreprises, certains gros industriels, des scientifiques également, lauréat aussi du dispositif France 2030, donc soutenu par l'État. Donc c'est une technologie qui permet de capter plus facilement le CO2. Comment on procède? On remplace en fait le comburant habituel qui est l'air par de l'oxygène. Donc ça permet de concentrer le carbone et de le capter plus facilement. Donc là on est en fin de période de test. C'est un industriel en chimie qui est dans l'Oise, sur lequel le site
est installé ce procédé et qui doit rentrer en service en fin d'année 2025. Voilà. Très bien. Mais merci pour cette vision sur les enjeux du gaz et de son verdissement. Alors, il peut y avoir des questions maintenant, ou moi j'ai envie de lancer un peu des questions à vous trois. Les freins principaux finalement dans tous ces projets de décarbonation, à la fois sur un plan technique, financier, humain aussi. Comment vous voyez les choses tour à tour? Peut-être on recommence par Ferrest. Lance-toi. Les freins qui me viennent comme ça, on va avoir plusieurs freins. On va en avoir un premier, ça va être les prix de l'énergie très fluctuants et des prix du gaz qui étaient très bas dernièrement, avec des prix de l'électricité qui n'étaient pas encore bien stabilisés. Donc on avait un peu moins d'intérêt, de temps de retour sur investissement plus long en fait sur certains projets. Donc ça a été une partie des freins. Moi après je vois, de manière générale, je parle effectivement des différents échanges que je peux avoir avec les industriels, hein. Finalement c'est l'instabilité politique actuelle qui freine pas mal le fait d'avoir un manque de visibilité, sur le marché. Il y a certaines industries comme l'agroalimentaire, certaines chimies fines qui vont avoir plus de visibilité, mais de manière générale, on a quand même un manque de vision. Après, plus techniquement, je sais pas, peut-être que vous avez... Je voulais surtout que peut-être EDF et GRDF rebondissent sur cette question des prix de l'énergie, parce que je crois quand même que vous faites énormément d'efforts maintenant pour lisser tout ça. Oui. Alors tu l'as un peu expliqué tout à l'heure, oui. Et puis pour le gaz, le fait d'aller vers les gaz verts, on va quand même vers des prix plus fixes, quoi, voilà. Qui seront moins comment on appelle ça, le yo-yo sur les cours mondiaux, quoi. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais sur les offres ELEC, aujourd'hui EDF a mis en place des offres qu'on appelle de détail moyen terme. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais avant, depuis quelques années, on vendait de l'électricité sur des contrats 1 an, 2 ans, 3 ans, prix fixe, prix variable, vous choisissiez. Ça existe toujours. Aujourd'hui, on laisse la possibilité à nos clients d'aller sur des périodes plus longues avec du prix garanti, du prix fixe garanti. On va jusque 4-5 ans. Donc c'est vraiment une nouveauté du marché très, très récente. Alors, nous, on est fournisseur principal d'électricité. On a veillé à ce que les autres fournisseurs puissent aussi proposer ces solutions. Pour les très gros industriels, il y a un mécanisme qui remplace l'AREN. L'AREN, c'est que tous les fournisseurs pouvaient accéder à une part de nucléaire à prix quasi coûtant. Aujourd'hui, on met en place la possibilité à un électro-intensif, un industriel qui consomme énormément d'électricité, d'acheter son électricité, d'acheter dans sa consommation une part de nucléaire à prix aussi avantageux pour qu'il ait aussi une vision long terme. Voilà. C'est 72 €, non, c'est ça? Oui, c'est un peu. Voilà. Les prix cibles, c'est 72 € du mégawattheure sur du long terme. Donc ça reste du prix compétitif pour de l'électricité, hein. Vous associez ça à une pompe à chaleur avec un COP de 3, ça vous fait un coût d'énergie utile qui est pas très élevé, hein. Les freins, c'est moi je pense que c'est je vais plutôt l'expliquer comme une solution. La solution pour bien faire, c'est d'avoir fait les études bien en amont de la prise de décision qui peut fluctuer en fonction du prix des énergies, du contexte énergétique et du contexte géopolitique, etc., de vos capex, etc. Ce qu'il faut, c'est avoir des solutions prêtes pour que lorsque vous puissiez prendre la décision, vous puissiez la mettre en œuvre rapidement. On a un frein aussi qui est le contexte réglementaire, qui n'arrête pas d'évoluer. On le voit sur les fiches C2E qui évoluent, on le voit dans plein de domaines. Dès qu'il y a des fenêtres de tir, il faut être prêt à pouvoir mettre en place des choses.
Et donc, ça se prépare et il faut vraiment travailler sur du long terme en mode schéma directeur et se dire quelles sont mes étapes à ne pas rater pour réussir ma décarbonation. Alors, le point de vue de GRDF. Oui, alors moi, je vais laisser ma casquette GRDF, donc réseau. On n'est pas sur les prix. Notre métier au GRDF, c'est pas de vendre du gaz. Toutefois, c'est un milieu que je connais assez bien parce que je vois depuis des années des industriels. Concernant l'achat de gaz auprès de vos fournisseurs, vous avez aussi depuis quelques années des solutions d'achat qui permettent d'acheter effectivement au meilleur moment. Je rejoins Cédric. Ce sont des choses qui se préparent, c'est-à-dire qu'il faut être prêt pour se positionner au bon moment sur les marchés, parce que sur les marchés, les prix fluctuent tout au long de la journée. Mais il y a aussi des solutions dynamiques qui permettent d'acheter en plusieurs fois à des moments opportuns et d'obtenir un prix intéressant parce que bien en rapport avec votre profil de consommation. Donc c'est vraiment anticiper, vous se rapprochez de vos fournisseurs pour connaître les solutions possibles. Vous avez aussi des solutions d'achat qui vous permettent d'acheter pendant la période de fourniture en fait. Donc d'être très très réactif, mais tout ça s'anticipe. Et plus vous anticipez et plus vous êtes collé à votre profil réel de consommation, meilleur sera votre prix. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question j'allais dire dans la salle est grande, mais n'hésitez pas, où tout est clair. Moi, je voudrais quand même évoquer des solutions de financement. Est-ce que vous en développez personnellement au titre de GRDF, d'EDF? Et puis, Ferrest a parlé du pacte industrie tout à l'heure, mais on pourra revenir là-dessus. Alors, nous, oui, on peut financer des économies d'énergie via des mécanismes de déconsolidation. C'est-à-dire qu'on a une filiale qui est spécialisée dans l'investissement dans l'économie d'énergie dans vos usines. Et il se rémunère sur une partie des économies et vous bénéficiez du reste de l'économie, donc vous réduisez votre empreinte carbone sans coût, voire avec du bénéfice, quoi. C'est ce qu'on appelle un CPE, c'est ça? Contrat de performance énergétique. C'est pas du CPE, c'est vraiment de la déconsolidation. Après, on a aussi des CPE, des contrats de performance énergétique, où là, vous avez une installation qui vous est livrée clé en main avec engagement d'un prix du mégawattheure utile pour vous. Donc c'est voilà, vous confiez vos installations, vos utilités à un tiers investisseur qui va mettre en place la solution et l'exploiter pour vous, pour que vous en bénéficiez des meilleurs rendements et de la meilleure performance énergétique avec des contrats engageants sur cette performance. Après, il ne faut pas oublier les C2E qui sont aussi des pourvoyeurs d'aide importants. Il y a des solutions qui sont simples à mettre en œuvre et qui sont fortement finançables par les C2E, il ne faut pas les oublier. Donc intéressez-vous à ces sujets, c'est vraiment important. Alors pour le gaz, ça sera peut-être d'éviter les quotas carbone, je ne sais pas. Oui, effectivement, merci de rebondir sur ce sujet très, très important. Effectivement, certains industriels sont soumis au quota carbone et peuvent acheter des garanties d'origine pour éviter une partie de ces quotas. Alors, il faut des garanties d'origine certifiées, mais effectivement, sur le marché, ce sont des achats qui peuvent être réalisés. Ce que je voulais également ajouter, c'est que quand on parle de BPA, on parle de contrat long terme, on parle de production locale. Donc, bien évidemment, ça peut également permettre d'obtenir des prix qui vont être plus stables que ce qu'on a pu connaître sur les marchés et qui n'avaient jamais été envisagés. On a atteint des niveaux assez incroyables sur les énergies. Donc ça, c'est un élément aussi dans les prochaines années qui va permettre de sécuriser les prix de l'énergie en France. D'accord, merci.
Est-ce que des questions encore ou non? Toujours pas. Moi, je voulais vous remercier. Est-ce qu'on a tout dit? Je sais pas. Ou tu voulais rajouter quelque chose? J'en profite pour refaire un petit point parce que c'est vrai que on a parlé justement de financement lors de la partie projet. Peut-être remettre un petit point sur les mécanismes et les obligations. Notamment, il y a donc du coup une nouvelle contrainte que je mettrai entre guillemets finalement, mais une réglementation qui oblige les industriels. Alors aujourd'hui, on était sur des besoins assez importants avant de devoir faire un audit énergétique. Aujourd'hui, les industriels, il y a ces seuils-là qui sont vus à la baisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on consomme plus de 2,7 gigawattheures par an environ sur un site industriel, on a obligation de faire un audit énergétique. Donc pour le coup, là, vous devez faire appel à un bureau d'études. Typiquement, nous, on va faire ces audits-là. Tu vas aussi faire ces audits-là. Donc c'est vraiment une première porte d'entrée. Alors certes, c'est la réglementation qui l'oblige, mais finalement, c'est l'audit. Ça permet de faire une image à l'instant T de l'usine et de connaître les besoins et comment fonctionne le site. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et au-dessus de ça, donc il y a aussi le système de management de l'énergie dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment un monitoring de savoir ce qu'on consomme, plutôt en dynamique sur le site, autant sur la vie du site, donc vraiment en temps sur la durée. Et le système de management de l'énergie va être obligatoire à partir de 25 ou 27, je ne sais plus exactement, dans cet ordre d'idée, gigawattheures par an de consommation énergétique. Donc il y a pas mal de petites et moyennes entreprises qui n'étaient pas du tout qui n'avaient pas besoin de mettre en place ce système-là, mais qui vont avoir besoin de le faire. Tout à fait, oui. Bon, mais c'est bien de le rappeler, tout à fait. Moi, j'ai envie de dire, voilà, vous avez eu un peu le bureau d'études, la vision électrique, la vision gazière. Parfois, il y a un arbitrage à faire entre les deux. C'est là où le bureau d'études peut être intéressant parce qu'il va aider. Est-ce qu'il faut que j'électrifie mon four ou est-ce que finalement je compte sur les gaz verts? Est-ce que j'ai le temps? Ou est-ce qu'il y a un mix des deux, etc. C'est toutes ces questions, c'est là où il faut de la matière grise et voilà, des gens comme les bureaux d'études ou des fois même nous pour l'énergie, on peut filer un coup de main sur ces questions et être à votre service, à votre écoute, sachant effectivement que la réglementation est là, elle commence vraiment à être affinée maintenant. C'est vrai qu'il y a eu toute une période un peu, chaotique où ça tombait, où on attendait que ça tombe. Maintenant, les choses commencent à être à peu près articulées dans son ensemble. Donc il n'y a plus qu'à. En espérant quand même qu'il y ait les financements et en espérant aussi qu'on trouve des solutions qui ne grèvent pas trop les coûts de l'entreprise ni les prix de vente des produits que vous avez à vendre face à vos clients. C'est un peu l'enjeu, c'est de tenir les deux. C'est ce que je disais au début de cette conférence, à la fois décarboner, mais travailler sur la pérennité de nos entreprises. Bon, mais on est tous conscients de cet enjeu et on essaye de trouver les solutions pour ça. Voilà, merci pour votre écoute. Ferrest Énergie a un stand couloir C, je ne sais plus combien, C9 ou C, tout au fond. Et je suis à côté. EDF, vous êtes là-bas. Et GRDF, je ne sais pas si vous avez un stand, j'ai pas vu. Donc GRDF, vous la chopez comme ça. Voilà. Bon après-midi à vous et c'est l'inauguration tout de suite.